Bonjour chers amis, c'est Hervé Chesville, toujours ravi de vous retrouver pour notre émission Panorama Info, pour notre émission hebdomadaire. Chaque 2 décembre, j'ai toujours une pensée émue pour un pays qui a beaucoup compté pour moi et qui continue à compter pour moi. Il s'agit du Laos, l'ancien royaume du million d'éléphants. Ce pays fut, pour une grande part, à l'origine de mon engagement humanitaire à la fin des années 70, lors de l'arrivée en France de dizaines de milliers de réfugiés de ce pays. Je m'impliquais alors dans leur accueil au sein d'associations et c'est ce qui me poussa ensuite à aller en Thaïlande dans les camps de réfugiés. J'y suis souvent retourné, y passant chaque année de nombreux mois. Avec d'autres, j'ai contribué à créer sur la frontière laotienne, en Thaïlande, des écoles primaires dans de petits villages de réfugiés illégaux, de réfugiés qui vivaient en dehors des camps de réfugiés. À la fin des années 80, alors que je me trouvais déjà en Afrique, le gouvernement thaïlandais rasa tous ces villages, ainsi que nos écoles d'ailleurs, et il expédia leurs habitants dans l'immense camp de réfugiés de Napo, près de la ville de Nakhon Phanom. C'est cette action en faveur des réfugiés laotiens qui me détermina aussi à étudier la langue, l'histoire et la culture de ce pays. En 1985, j'achevais des études à l'Institut national des langues et civilisations orientales. J'en ressortais avec 2 diplômes de laotien et 2 autres de thaïlandais, de langue et civilisation bien sûr. En 1987, j'ai eu l'occasion de travailler au Laos même, pendant quelques mois, pour le compte d'une ONG européenne, et c'est là que je fis l'expérience de la vie en pays communiste, de surcroît occupé et dominé par le trop puissant voisin vietnamien. Nous étions encore à l'époque de la guerre froide. J'étais l'un des rares occidentaux au Laos. Par contre, j'y croisais de nombreux soviétiques, bulgares, allemands de l'Est et autres. Pourquoi donc penser au Laos le 2 décembre de chaque année? C'est le 2 décembre 1975 que le royaume du Laos fut aboli, remplacé par une République démocratique populaire Lao. Le magnifique drapeau rouge, frappé de 3 éléphants et d'un parasol blanc, fut remplacé par le drapeau du mouvement communiste laotien. Depuis les années 50, le Laos avait tenté de rester en dehors de la guerre qui faisait rage dans le pays voisin, le Vietnam. Mais les accords de Genève de 1954 scellèrent le destin du Laos. Au lieu de permettre un retour à la paix, le départ des Français et la division du Vietnam entre Nord et Sud amenèrent le déclenchement d'une nouvelle guerre. Dans cette guerre, le Laos fut impliqué malgré lui, car le voisin,
le Nord-Vietnam communiste, utilisa les confins orientaux du Laos pour acheminer des hommes et du matériel au Sud-Vietnam pro-états-unien. La fameuse piste Ho Chi Minh était entrée dans l'histoire. Il n'a pourtant jamais été assez dit que cette piste légendaire passait en fait, en grande partie, en territoire laotien, violant ainsi la neutralité et la souveraineté du pays. Afin de masquer cette occupation de fait de l'Est du Laos, le régime communiste de Hanoï créa de toutes pièces une rébellion laotienne dans la zone où passait la fameuse piste. Le Neo Lao Haksat était né. Neo Lao Haksat, c'est le nom laotien du parti communiste local. Et c'est ce qui a donné qui a dérivé et qu'on a fini par appeler le Pathet Lao, alors qu'en fait Pathet Lao signifie tout simplement le Laos, le pays Lao. Et il y a eu cette confusion entre Pathet Lao et Neo Lao Haksat, qui signifie littéralement le front laotien pour l'amour de la nation, Neo Lao Haksat. Pour diriger ce mouvement frère, les Vietnamiens choisirent un Laotien de père vietnamien, qui avait pris un nom de guerre laotien, Khaesson Phongvihan. Cet homme consacra toute sa vie à la communisation et à la vietnamisation du Laos. Afin de masquer aux yeux du monde le caractère vietnamien du mouvement communiste laotien, un homme de paille fut trouvé pour le diriger entre guillemets. C'est ainsi que le prince rouge, Suphanuvong, apparut sur la scène politique laotienne. C'était un authentique prince laotien, de surcroît demi-frère du prince Suvarnabhuma, le chef du gouvernement neutraliste du Laos. Véritable histoire de famille que cette politique laotienne, puisque le chef de la droite pro-états-unienne n'était autre que le prince Bun cousin des deux premiers. C'est cette utilisation du territoire laotien par le régime communiste de Hanoï qui décida le président Kennedy à faire intervenir directement les États-Unis dans ce conflit. Pendant une décennie, la partie orientale du Laos fut abondamment bombardée par les B-52 états-uniens, sans pour autant parvenir à empêcher les armes et les hommes de rejoindre les maquis Viet Cong du Sud-Vietnam via la piste Ho Chi Minh. Petite précision d'ordre linguistique, Viet Cong désignait à l'époque, donc les années 60 et début des années 70, cela désignait le mouvement ou la rébellion communiste sud-vietnamienne, alors que le mouvement Viet Minh, le nom de Viet Minh, avait été utilisé durant la guerre contre les Français dans les années 40 et 50, et cela désignait les communistes vietnamiens d'une manière générale, tandis que le terme Viet Cong désignait spécifiquement les communistes sud-vietnamiens. Aujourd'hui encore, au Laos, 51 années après la fin de ces bombardements, des engins non explosés continuent à tuer ou à blesser des civils laotiens, en particulier des enfants. Les accords de Paris de 1973 marquèrent le début du retrait des forces états-uniennes du Vietnam et la fin des bombardements. Ces accords ne furent qu'un marché de dupes, puisque les communistes nord-vietnamiens profitèrent de ce désengagement US pour intensifier leurs infiltrations au sud,
toujours via le Laos, via la piste Ho Chi Minh, et lancé leur offensive finale du début de 1975. Fatidique et dramatique année que cette année-là, qui vit l'ensemble de l'ex-Indochine française basculer dans l'interminable nuit communiste, marquée par tant de drames et de tragédies sans nom. Le 17 avril, après un long et terrible siège, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, tombait aux mains des fanatiques Khmers rouges. Eux aussi étaient une émanation du communisme nord-vietnamien, mais leur nationalisme xénophobe les avait fait rompre quelques années plus tôt avec leur encombrant allié vietnamien. Cette rupture allait provoquer 3 années plus tard la première guerre entre États communistes, qui se solda par l'occupation vietnamienne du Cambodge. Le 30 avril, les troupes régulières nord-vietnamiennes, déguisées en Viet Cong, s'emparaient de Saigon, la capitale du Sud. Par une humiliante ironie, les nouveaux maîtres devaient rapidement la rebaptiser, cette ville de Saigon, Ho Chi Minh Ville, du nom de l'ancien leader nord-vietnamien décédé 6 années plus tôt. L'année suivante, la fiction d'un Sud libéré par les sudistes disparaissait définitivement avec l'unification officielle du Vietnam sous le nom de République socialiste du Vietnam, Hanoï en devenant la capitale. Le Laos bascula plus lentement. Le gouvernement d'union nationale se maintint encore quelques mois, mais le 2 décembre, les masques tombèrent. Le Neo Lao Haksat, qui contrôlait déjà le pays et la réalité du pouvoir, contraignit le prince Suvarnabhuma à démissionner. Les politiciens pro-états-uniens s'enfuirent en Thaïlande. La République démocratique populaire Lao fut proclamée et le prince Suphanuvong en devint le premier président. Fonction purement honorifique puisque la réalité du pouvoir était détenue par le secrétaire général du parti, Khaïson Phomvihane. Le changement de régime au Laos fut à peine commenté par les grands médias internationaux, qui avaient pourtant fait leur une quelques mois plus tôt, de la chute de Phnom Penh et de celle de Saigon. Je me souviens avoir lu alors un bref article dans Le Monde, en page intérieure, mentionnant la prise de contrôle du Laos par les communistes et la proclamation de la République démocratique populaire Lao. La même indifférence internationale ignora longtemps la présence des troupes vietnamiennes au Laos. Cette occupation de fait du pays permit au régime communiste de Khaïson de perdurer, malgré l'exode massif de centaines de milliers de Laotiens à travers le Mekong, le fleuve qui délimite la frontière avec la Thaïlande. Cette présence militaire vietnamienne permit aussi de contenir puis de réduire la résistance armée anticommuniste, en particulier celle de la minorité Hmong au nord du pays. Pour ce faire, des bombardements chimiques furent utilisés, la fameuse pluie jaune. Là encore, les réactions internationales furent totalement inaudibles. Des milliers de fonctionnaires, d'anciens militaires et de bonzes furent envoyés en séminaire, une pudique appellation pour des camps de rééducation. Nombre d'entre eux n'en sont jamais revenus, à l'instar du roi, Sisavangvatana, de la reine et du prince héritier, qui eux aussi connurent ce sort tragique. La fin de la guerre froide puis la disparition de l'Union soviétique ne permirent pas au Laos de retrouver sa liberté. Ce pays fait aujourd'hui partie des 5 derniers
États communistes de la planète. Les autres sont la Chine populaire, bien sûr, le Vietnam, Cuba et la Corée du Nord. Infortuné peuple lao, rien ne le prédestinait à figurer parmi les derniers à subir le joug communiste. Ce peuple de paysans n'avait pourtant pas attendu Karl Marx et Lénine pour expérimenter une sorte de communautarisme agraire des siècles durant. Le Laos n'avait pas de classe ouvrière et il ne comptait pas de grandes propriétés avec employés agricoles asservis, comme aux Philippines par exemple. La seule et unique raison pour laquelle le Laos est devenu communiste, et le demeurait jusqu'à ce jour, c'est sa proximité géographique avec le Vietnam. Ce dernier pays compte aujourd'hui environ 100 millions d'habitants pour 331 000 km². Le Laos, avec 236 000 km², n'en a que 7 millions d'habitants, y compris une forte minorité d'origine vietnamienne. L'avenir de ce paisible pays semble donc scellé. Tant que le voisin vietnamien restera communiste, le peuple laotien continuera à subir ce régime imposé de l'extérieur. En Afrique, des pressions internationales ont contraint les pires dictatures à passer la main ou à ouvrir l'espace politique à des partis d'opposition. Au Cambodge voisin, ces mêmes pressions ont contraint le Vietnam à retirer ses troupes dès 1989. Et, après une transition supervisée par les Nations Unies, un système multipartite y a été mis en place. Certes, Hun Sen, l'ancien chef communiste pro-vietnamien, est toujours l'homme fort du pays, même s'il a officiellement fini par passer la main à son fils Hun Manet. Mais la monarchie a été restaurée et l'opposition, aujourd'hui réprimée, a tenté de jouer son rôle. D'opposition, au Laos, il n'en a jamais été question. 49 années après la proclamation de la République démocratique populaire Lao, 32 années après la mort de Khaïson Phonvihan, le Parti révolutionnaire populaire Lao continue de régner en maître. Le régime de Vientiane est toujours un régime à parti unique, comme au bon vieux temps. Certes, le Laos s'est ouvert économiquement depuis la fin des années 80. Il est même devenu une destination touristique à la mode. Mais cette ouverture a surtout profité aux apparatchiks du parti, qui se sont enrichis en faisant affaire d'abord avec des capitalistes sino-thaïs venus de Thaïlande, puis avec des sociétés étatiques de la République populaire de Chine, qui investissent dans tous les domaines de l'économie laotienne et qui y ont lancé de gigantesques projets hydroélectriques, au détriment de l'environnement et des communautés locales. Comme en Chine, comme au Vietnam, on a assisté à la naissance d'un capitalisme sauvage, drapé des oripeaux du communisme. Mais si ce système hybride a permis un réel décollage économique en Chine et au Vietnam, ce ne fut pas le cas au Laos, qui demeure l'un des pays les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, nombre d'anciens réfugiés ou d'enfants de réfugiés rentrent d'Amérique ou d'Europe pour tenter leur chance dans leur pays d'origine. D'autres y retournent seulement pour les vacances. Il faut donc espérer que leur influence permettra un jour au Laos de s'ouvrir politiquement et de décoller économiquement. Pour ma part, je continue à avoir la nostalgie du pays du million d'éléphants et je pense fort à lui chaque 2 décembre.
Voilà ce que je pouvais dire, chers amis, au sujet du Laos, de l'ancien royaume du Laos, qui a disparu voici 49 ans. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.